out there. Still alive. No. Fucking piece of shit. God. Look at me. Look at my fucking eyes. God. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. On l'appelle le polar, le noir, le thriller. C'est un univers sombre et désespéré, en ruine. Un territoire où la corruption, la cruauté et la folie des hommes ne sont combattus que par une poignée de justiciers brisés et violents. Le polar, un mauvais genre, s'est révélé en 1841, un soir où Edgar Allan Poe en a jeté les bases avec son double assassinat dans la rue Morgue. Depuis, de Conan Doyle à Camilla Lackberg, d'Hitchcock à Tarantino, d'Agatha Christie à Fred Vargas, les artistes du noir sont légion. Populaire, un roman sur 4 est un polar. Le genre attire chaque année des millions de lecteurs, de spectateurs et de joueurs. À Los Angeles, Buenos Aires, Séoul ou Athènes, les créateurs tendent un miroir sans concession aux spectateurs. Les histoires, les décors et les personnages qu'ils imaginent sont conformes à nos cauchemars. Quand vous embarquez avec le polar, c'est pour un voyage entre les tombes, au cœur du monde. Now it's loaded. Le polar, c'est le fantasme, quoi. Voilà, c'est qui c'est qui n'a pas rêvé de braquer une banque ou d'être flic ou d'arrêter les voleurs devant. Le polar emprunte certainement plus à la tragédie, presque au sens grec du terme. C'est la notion de destin. C'est, quoi qu'on fasse, on ne peut pas s'en sortir. If you kill him, he will win. Prenez Oedipe et remplacez-le par un policier. Qu'est-ce que vous obtenez? Un policier qui recherche le meurtrier d'un roi, qui découvre qu'il est lui-même le meurtrier et qu'il s'est marié avec sa propre mère. C'est un roman policier, parfait. En ce qui me concerne, le polar, ce n'est pas de la fiction. C'est une histoire d'hommes. C'est l'histoire de criminels professionnels, d'enquêteurs ou de chasseurs de primes professionnels, de détectives privés. Mon film Heat, par exemple, je ne le considère pas comme un film policier, mais comme un drame humain. Avant que l'histoire policière se mette en place, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on va raconter sur nos héros. Dans quel méandre de l'âme humaine on va les balader. Les personnages à qui n'arrive rien et les personnages heureux ne sont pas intéressants. Dans l'univers noir et chaotique du polar, les personnages sont un trio, un brelan du crime dans lequel la victime est omniprésente du début à la fin. Innocente ou coupable, elle est l'appât, celle qui attire le second protagoniste, le criminel. Lui, son but, c'est de faire le mal. Alors pour l'arrêter, l'enquêteur apparaît pour trouver une issue, résoudre le crime. Le criminel, la victime et l'enquêteur, trois personnages irrémédiablement abîmés par la vie et le monde qui les entoure. Un flic, c'est d'abord une douleur pour moi, avant d'être quelqu'un qui joue les gros bras. Dès qu'on sort l'arme, c'est quand même que c'est chaud et que de toute façon, il y a risque, quoi. Donc il y a la peur tout le temps. Ça donne quoi? Enfin, ce qui est dans mes films, ce que j'ai vécu. Mitrailleuse lourde, explosif type C4, même mode opératoire, apparemment c'est Novus. Si tu veux, tu peux aller jeter un œil. Il n'y aura pas grand-chose, mais tu peux.
Depuis l'apparition du polar à la fin du 19e siècle, les traits de ces héros ont évolué. Les guerres mondiales, les crises économiques et les progrès technologiques ont peu à peu fait apparaître un détective toujours idéaliste et désabusé qui a troqué sa loupe pour un ordinateur ou un smartphone. L'enquêteur est un archéologue. Il cherche ce qui est enfoui, le caché, l'oublié. Dans ce sombre univers, il est malmené et obligé de se salir les mains. Aujourd'hui, le détective est humain et fragile, confronté à la violence du monde. Sherlock Holmes, Jules Maigret, Max Payne, Jessica Jones et les autres, les enquêteurs sont partout. Ils sont les héros de ce monde de fiction. Dans nos rêves d'héroïsme, ces doubles courageux sont ceux que nous ne serons jamais. Harry Bosch est l'un d'entre eux. Né sous la plume de Michael Connelly dans les égouts de Los Angeles, il a depuis résolu une vingtaine d'histoires sordides. Fils illégitime d'un avocat et d'une prostituée, c'est un flic en marge, marqué par l'assassinat de sa mère et les traumas du Vietnam. Harry est un enquêteur opiniâtre, passionné de jazz et animé d'un sens de la justice à l'ancienne. Il est pourtant une icône contemporaine. Ma théorie, ou plutôt ma philosophie, est que j'écris sur des gens qui n'existent pas. Harry Bosch n'existe pas, Mickey Haller non plus. Alors pour vendre ces personnages fictifs au lecteur, je dois absolument les ancrer dans le monde réel. J'ai été témoin d'un crime quand j'avais 16 ans et j'ai passé beaucoup de temps avec les enquêteurs. C'est ce qui m'a donné envie de lire des romans policiers. J'ai découvert Chandler sur le tard, grâce au privé de Robert Altman. Je suis allé le voir, ça se passait dans le Los Angeles contemporain, et je me suis dit, je devrais peut-être lire ses livres. Et c'est là que ma vie a changé. Des années plus tard, j'ai emménagé à Los Angeles. J'écrivais sur Los Angeles, et j'ai même loué l'appartement où vit Marlowe dans le film. C'était mon bureau. Your name, Marlowe? No, my name is Sidney Jenkins. Come on, let's go inside, Marlowe. We want to talk to you. Oh, well, I'm looking for my cat. Forget the goddamn cat, Marlowe. Come on. Forget the goddamn cat, right? I see. Okay. That cat means an awful lot to me. You're telling me to forget about it. Must be something mighty important. C'est probablement pour ça qu'Harry Bosch vit sur une colline. C'est sa terrasse qui compte en quelque sorte. Dans tous les livres où il apparaît, il y a au moins une scène où il va sur la terrasse et contemple la ville pour réfléchir. Ça vient sûrement de ce film. Harry n'était pas un colosse. Il mesurait moins d'1,75 m et ne possédait pas une large carrure. Les journaux, quand ils parlaient de lui, le décrivaient comme un homme sec et nerveux. Sous la combinaison, ses muscles ressemblaient à des cordes de nylon, force cachée par une économie de taille. Les taches grises qui constellaient ses cheveux étaient plus rares sur le côté gauche. Ses yeux marrons laissaient rarement deviner ses émotions et ses intentions. Le polar, c'est un cadre, un concept. On dit, voilà le crime et voilà la solution. Et ce cadre, on peut le mettre autour de toutes les photos qu'on veut, tous les problèmes qu'on veut creuser, tous les endroits qu'on veut explorer. Pour moi, le polar est synonyme de liberté. La liberté d'aller où je veux en tant qu'écrivain. Et j'ai une bonne raison de le faire. Parce que lorsqu'un policier mène son enquête, la société attend de lui qu'il fasse ce qu'il a à faire. Pour moi, un roman policier fait exactement la même chose. Depuis ses origines, le roman policier entretient une relation avec le roman de chevalerie du Moyen-Âge. Dans le roman de chevalerie du Moyen-Âge, le chevalier va de village en village, de ville en ville, pour lutter contre le mal. De la même manière, dans les romans policiers, le détective récurrent va de livre en livre et il lutte contre le mal. Il y a une identification ici qui est intéressante. Quietos!
¿Por qué corres? No tengo permiso. ¿Qué es eso? Una cría de cervo. De corzo. ¿De dónde eres? Al pueblo. Levanta, anda. Je crée un personnage avec des motivations qui le forcent ou l'incitent à faire certaines choses. Dans le film, il accomplit telle action, puis il passe à la suivante et ainsi de suite. L'enquêteur, lui, se trouve à l'autre bout du processus. Il examine un cadavre, une scène de crime, et doit reconstituer ce qui s'est réellement passé et pourquoi cela s'est passé. Ce n'est pas un hasard si les romanciers et les réalisateurs ont des affinités avec les enquêteurs. Pourquoi on aime les détectives et les inspecteurs? Pourquoi on les aime tant? Parce qu'ils peuvent aller partout. Ils rentrent partout, ils peuvent rentrer chez les riches, ils peuvent voir les pires choses, les choses les plus décadentes. Les détectives Sam Spade, Philip Marlowe, Mike Hammer, Matt Scudder, Ray Donovan ou Pepe Carvalho sont des figures intemporelles de chevaliers modernes et sombres. Cyniques, misanthropes acharnés, revenus de tout, ces héros ne cèdent qu'au charme de femmes vénéneuses. Depuis L'ennemi public avec James Cagney jusqu'à 59, c'est l'autopsie d'un meurtre de Preminger. Vous avez là un chapelet de personnages fascinants. Il y a une série de codes qui a été écrite à cette période-là. La bande dessinée n'est pas en reste. Depuis Tintin le reporter enquêteur, en passant par Gilles Jourdan, Dick Tracy et Alak Sinner jusqu'à l'univers sanglant de Sin City, aux adaptations de Tardy ou de Shutter Island, le polar a investi les cases dessinées avec succès. Dans la famille des détectives graphiques, Black Sad, un privé au trait de chat noir créé par Canales et Guarnido, à la trempe des meilleurs. Un jour, j'écrirai mes mémoires. J'ai vu et vécu tant de situations incroyables que tout le monde pensera en les lisant que c'est un ramassis de mensonges, que tant de méchanceté ne tient pas dans ce monde. Je ne serais même pas surpris qu'on finisse par les publier, comme si c'était des romans policiers. Ça se vendrait à merveille. Les gens aiment bien le morbide. Quelle ironie. Je mourrais riche et incompris. Le projet est une sorte d'expérience narrative qui mélangerait un genre aussi vieux que la fable, ancien comme le monde, et un genre très moderne qui est le polar. Et oui, non, c'est tout simplement que c'est impossible d'avoir la main. Je me dis, ça louche, c'est louche. La main dans cette position, on ne peut pas l'avoir aussi près de l'épaule. C'est tout, c'est tout con. Et ça fait, c'est bizarre. Cette main, si elle était juste là, ça irait, mais ça va pas. Hop, un coup de gomme. Le personnage de Black Sad, qui est absolument coupé dans le patron dur à cuire des détectives hard-boiled. C'est quelqu'un qui n'est pas insensible au monde qui l'entoure et surtout il n'est pas insensible à l'injustice et à l'abus de pouvoir contre les plus faibles. Quand
on parle de racisme, d'intolérance, de corruption, d'escalade aux armements, et d'autres histoires d'espionnage, de cupidité humaine, de manipulation. Tout reste d'actualité. L'homme est toujours le même animal et toujours un loup pour l'homme. Dans Surécoute, on a tout fait pour rendre l'univers de la police le plus crédible possible. Après New York Police Blues et Homicide, l'étape suivante, c'était de continuer à dépeindre un univers réaliste, tout en montrant en quoi le rêve américain avait mal tourné. I caught him, Monk. On the wire, I caught him. He doesn't fucking know it. J'adore les anti-héros. Vous savez, comme dans les livres de Raymond Chandler. Ce genre de détectives anti-héros qui poursuivent des criminels et sont contraints de devenir comme eux pour les affronter. There'll be nothing left in the world to trust. Ce qui rend le polar divertissant, ce sont les personnages. C'est la pègre, les mecs un peu sociopathes, parce qu'ils vivent dans l'illégalité la plus totale. C'est leur façon d'être. Marvin, what do you make of all this? Man, I don't even have an opinion. Well, you gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped us? Oh, what the fuck's happening? Oh, man, shit, man! Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. Oh, man, I seen some crazy-ass shit in my time, but this... Chill out, man. I told you it was an accident. You went over a bump or something. Hey, the car ain't hit no motherfucking bump. Au début des années 90, le territoire du polar a subi une onde de choc. Les créateurs scandinaves ont fracassé sa porte. Millennium s'est écoulé à plus de 80 millions d'exemplaires dans le monde. Les romans d'Henning Mankell ont dépassé les 40 millions de lecteurs. Ceux d'Indridason ont raflé toutes les récompenses. Et tous ont entamé une seconde carrière sur le grand ou le petit écran. La vague de froid s'est répandue sur le monde comme un dérèglement climatique. Et pourtant, chaque année, la police norvégienne ne tire que 2 balles. Une fois, ma mère m'a raconté qu'elle avait été contactée un jour par des enseignants de mon école. Ils étaient inquiets parce que j'avais écrit une rédaction dont le sujet était « Une belle journée en forêt ». J'avais, comme les autres enfants, écrit sur une belle journée en forêt, sauf que, dans mon histoire, aucun enfant n'en revenait vivant. Je devais avoir 9 ans, je crois. Le Norvégien Jonas Bø, après s'être imaginé footballeur professionnel, est devenu star du rock avant de rejoindre les contrées du crime à travers des romans policiers réalistes et captivants. Harry Hole est son double déglingué, un flic dépressif et alcoolique qui a Oslo dans le sang. Héros de 10 romans traduits dans plus de 50 langues et diffusés à plus de 25 millions d'exemplaires à travers le monde, il sera bientôt à l'écran sous les traits de Michael Fassbender. Ce nom de Harry Hole est la combinaison de celui du grand héros de mon enfance, Harry, qui était joueur de football. Il a joué comme professionnel aux Pays-Bas et est revenu dans la petite ville où j'habitais pour jouer pour le club local. Et Hole est le nom d'un policier qui travaillait là où habitait ma grand-mère. Quand mon grand frère et moi allions la voir pendant les grandes vacances, elle nous disait souvent « Si vous n'êtes pas couché à 8 heures, Hole va venir vous prendre ». Je ne l'ai jamais vu en vrai, mais je m'imaginais un policier grand, blond et plutôt intimidant. La pluie fine le rafraîchit suffisamment pour qu'il ait l'air plus ou moins d'aplomb au moment d'entrer dans la salle brune et enfumée de chez Schroeder. Harry vida 2 tasses de ce café étonnamment mauvais en feuilletant les journaux dans une espèce de style avance rapide pour se faire une idée d'ensemble de ce qui s'était passé depuis 6 mois dans le royaume. Comme d'habitude, c'était maigre.
C'était ce qu'il préférait en Norvège. Harry est un homme qui a pour mission de rétablir l'ordre. Mais il vit lui-même dans le chaos, au travail comme dans sa vie privée. Il y a deux sortes de conflits. D'une part, le conflit au niveau extérieur, qui est un conflit classique. Et puis, il y en a un autre, le conflit sur le plan intérieur, et qui est pour ainsi dire devenu classique aussi. Le conflit intérieur de Harry porte à l'évidence sur son alcoolisme, qui est son talon d'Achille. Tous les héros doivent avoir un talon d'Achille pour être intéressants. Superman a sa kryptonite. Et sans elle, Superman aurait peut-être été le héros le plus ennuyeux de tous les temps. Enfin, même avec sa kryptonite, je pense qu'il l'est. Je ne sais pas grand-chose sur le mal. J'écris sur ce sujet et je fais ce que peut faire la fiction à propos de questions morales, politiques ou philosophiques. Poser des questions. La science apporte des réponses. La fiction pose des questions. Je pose la question du mal. Par exemple, le mal est-il tout bonnement l'absence de bonté, une infraction aux règles que nous avons instaurées pour pouvoir vivre en société? Ou existe-t-il aussi un mal actif, une pulsion active vers la destruction? Christopher Nolan dit dans le premier, ou peut-être le deuxième Batman, à propos du protagoniste principal, il aime simplement regarder le monde brûler. Et c'est peut-être vrai, c'est peut-être un bon résumé de la nature du mal, l'existence d'une envie active de voir le monde brûler. L'architecte des ruines, c'est le crime. Isolé ou organisé, il ronge toutes les strates de la société. Le criminel est son enfant terrible. L'incarnation du mal. Double négatif du détective, il est celui qui cache, qui dissimule le monde. Insaisissable, ses motivations sont aussi diverses que les destins des hommes. Plus le méchant est méchant, plus le polar est réussi. D'un côté, nous avons les tueurs en série comme Hannibal Lecter du Silence des agneaux, Thomas Bishop d'Au-delà du mal, Norman Bates de Psychose ou les psychopathes des techno-thrillers de Maurice Dantec. Et de l'autre, les bad guys, les escrocs, les gangsters. Du Kaiser Soze de Usual Suspect au parrain Don Corleone, en passant par Bonnie and Clyde. Ils sont intelligents et manipulateurs, mais pas moins dangereux. Ce sont des figures spectaculaires et terrifiantes, imaginées pour nous faire trembler et incarner nos angoisses et nos cauchemars d'enfants. Chaque personne est comme la lune, avec une face cachée qu'elle ne montre jamais. Je dois reconnaître que j'ai toujours été plus intéressée dans les films par les méchants que par les gentils. C'est une fascination pour ce que l'on ne ferait jamais soi-même dans la vraie vie. C'est aussi ça la magie du polar. Il a le pouvoir de transporter le public du côté des criminels. On commence à voir les choses de leur point de vue. Bien souvent, on les trouve sympathiques. Parfois même, on en tombe amoureux. On est plus réceptif, on les comprend. Et ça, c'est dangereux. Parce que dès qu'on les comprend, tout est faussé.
Since 1984. 이거 실제로 엄청나게 추웠던 날인데 이거 되게 어렵던 거예요. 저 색이 거의 빨간색이었거든. 장미. 얘가 서울 도착하자마자 추운 한겨울인데 겨울 느낌이 안 나는 거야. 그렇게 추웠었는데. 그러다 보니까 이제 블루를 더 많이 집어넣고 막 어떻게든지 해가지고 좀 더 추운 그림을 만들려고 했습니다. 제가 어렸을 때요, 저희 집에 Quand j'étais petit, il y avait à la maison, vous savez, ces films en cassette VHS qu'on regardait avec un magnétoscope. 저도 잘 모르겠습니다만 Je ne sais pas pourquoi ces films étaient là, mais il y en avait 3. 그 영화들이 굉장히 많은 Et ils ont dû beaucoup m'influencer. 첫 번째가 Le premier, c'est Miller's Crossing des frères Cohen. 그 밀러스 크로싱이라는 영화였고 두 번째가 Le deuxième, True Romance de Tony Scott. 트루 로맨스라는 영화였고요. 세 번째가 Et le troisième, Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. 아메리카. Ces 3 cassettes, je les ai regardées pratiquement tous les jours, je crois. 정말 매일같이 봤을 것 같아요. 그래서 아마 이런 영화들을 하는 게 Et je pense que c'est pour ça que je fais ce genre de film. Mais la raison principale, c'est que je suis quelqu'un de très peureux. 겁이 굉장히 많아요. Alors je me demande si je ne fais pas une catharsis grâce au cinéma. C'est une façon d'évacuer cette peur. 추격자를 할 때 Quand je tournais The Chaser, j'ai fait beaucoup de recherches sur les psychopathes, les assassins, les tueurs en série. 공부를 하면서 Je crois que si je n'avais pas fait de cinéma, 영화를 안 했으면 il y aurait eu de grandes chances pour que je plonge moi-même dans ce milieu. Donc, je l'ai échappé belle. C'est ce que je me dis. 이런 생각들을 분명히 했었어요. En réalité, quand j'écrivais The Chaser, je comprenais les sentiments du personnage, mais j'avais envie de les ressentir pour de vrai. Alors une nuit, je suis sorti dans une petite rue, c'est vrai. La personne ne savait pas que je la suivais parce que je me tenais loin, mais dans ma tête, j'avais envie de ressentir ce que le personnage de mon scénario éprouvait à ce moment-là. Et il m'est arrivé de marcher dans la nuit comme ça. Mais je vous assure, je n'ai rien fait de mal. Are you prepared to suffer to save your son? You have 5 minutes to cut off the last section of one of your fingers in front of the camera. If you succeed, you will get your reward. J'essaye de trouver une part d'humanité dans tous mes personnages, y compris dans ceux qui se comportent, qui sont en opposition avec le héros. Je pense qu'il a toujours une raison pour laquelle il agit comme il agit. Et cette raison doit être bonne de son point de vue. Des mobiles, les criminels n'en manquent pas. Alors avec ces personnages perdus, les créateurs posent brutalement la question du bien et du mal. Brouillent les pistes. Et sous toutes les latitudes, les ciels s'assombrissent. Pour moi, le polar, le roman criminel, c'est une atmosphère avant tout, comme un esprit noir, comme un monde avec ses règles du jeu. Le sujet de l'enquête en tant que tel, je ne l'utilise pas, parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais écrit de roman policier pur et dur. Ce qui compte pour moi, c'est l'aspect psychologique des personnages. La psychologie avant tout. Selon moi, le genre noir est lié à la déception face à la victoire de l'humanité sur le nazisme. Nous avons vaincu le nazisme, mais rien ne s'est passé ensuite. Il a fallu retourner à la vie ordinaire, mais plus personne n'en était capable, parce que les gens ont connu la peur, le désespoir, la mort, ce genre de choses. Il est là, pour moi, le sens profond du genre noir. En Russie, à trop jouer avec le système, on risque de se brûler. Les créateurs en savent tous quelque chose. Depuis Crime et Châtiment, le roman policier russe sème aussi ses graines dans la littérature blanche. Andreï aurait pu être Dostoïevski, Solienitsyn ou Limonov. Il a préféré être Roubanov, un homme aux 1000 vies.
Chacune a laissé des traces visibles sur son visage. Il a publié plusieurs romans noirs, existentiels et brutaux. Pour rejoindre l'univers du polar, il a fouillé dans ses blessures. Si on se penche sur les classiques du genre, on y trouve toujours des hommes d'un certain âge ayant vécu la guerre. Ces hommes picolent, fument, noient leur chagrin dans l'alcool surtout, ils sont tristes, et tout ça dans une atmosphère un peu sombre. Le noir, c'est avant tout un style, c'est une atmosphère. Un héros criminel m'intéresse avant tout comme quelqu'un qui agit avec bravoure. C'est pour cela que j'ai un penchant pour les personnages qui ont à voir avec le crime, car ils sont toujours à la frontière. Ils vivent dans des conflits internes, toujours aiguisés jusqu'à l'extrême. Deux policiers sont venus me chercher tôt le matin. Le premier, qui sentait l'oignon et la vieille chaussette, s'installa derrière le volant. Il se tourna vers moi et me dit à travers l'éclat d'une dent en or bon marché « Où est le quartier de Lefortovo ? Nous ne sommes pas de Moscou. » Je fus stupéfait. Je ne comprenais pas. Un suspect tout juste appréhendé était censé montrer aux enquêteurs le chemin de la prison. C'est la prison Motroskaya Tichina, le silence des matelots. C'est la plus grande prison de Moscou. Entre 10 et 15 000 prisonniers tout le temps. Moi, je suis resté là 2 ans. 3 en fait, à attendre mon jugement. C'est douloureux de se retrouver ici. L'atmosphère est chargée. C'est très désagréable. Je n'ai aucun sentiment positif vis-à-vis de ce lieu. Aucun. La prison dans le film Un prophète ressemble beaucoup à celle-ci. Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Les maladies, les poux, quoi encore? La gale, le sida, les toxicos, l'héroïne, l'alcool, les jeux de cartes, les embrouilles, les ennemis. Tu passes ton temps à lutter pour ta survie et rien d'autre. Tu me demandais si là-bas j'écrivais quelque chose? Bah non, là-bas ni le temps ni l'endroit pour ça. Tu deviens cruel, car tu te retrouves dans des conditions cruelles. Ce n'est pas bien, je suis pas fier de ça. C'est un thriller historique. Ça se passe dans les années 20 à Odessa. Cette année, j'ai une série télé de 12 épisodes qui passe sur la première chaîne. Dans le milieu du cinéma, je suis considéré comme le spécialiste du langage criminel. Vous avez en face de vous un homme qui a quitté le monde du crime il y a quelques années. Et ça m'a libéré d'un poids énorme. J'ai cessé d'avoir peur. Non, non, je ne suis pas une victime. Je suis un vainqueur. Je parlais à un de mes amis qui est actuellement derrière les barreaux, Jerry Scalise, un célèbre voleur de bijoux. Et je lui ai demandé, Jerry, quand tu es en tôle, actuellement il est en prison pour la 3e fois, qu'est-ce que tu te dis le jour où tu es libéré? Il m'a répondu, je me dis que je vais reprendre ma vie en main, me tenir à carreau, ne plus rien faire qui puisse me conduire en prison. Et puis à peine sorti, je monte en voiture, on démarre, je regarde la prison s'éloigner de plus en plus dans le rétroviseur, et quand elle devient petite comme ça, je me dis, on remet ça. Vous voyez? Et pourtant, c'est un homme très cultivé.
D'accord, baisse les yeux. Les Lyonnais, ça m'a désarçonné parce qu'ils ont existé. C'est tout le paradoxe de ce métier, c'est qu'on fait des films sur les voyous, mais il faut que les gens les aiment pour regarder le film. Et ça m'a posé un vrai problème moral. Le criminel est un réceptacle. Chacun y déverse sa vision de la noirceur du monde et sa morale. En Amérique du Sud, la violence fait partie du quotidien. Chaque année, les homicides font plus de 2000 victimes en Argentine, 3 fois plus qu'en Grande-Bretagne, en France ou en Allemagne. Dans les œuvres de fiction comme dans les quartiers abandonnés de tous, les habitants et les personnages luttent pour échapper à l'attraction magnétique du crime. Leonardo Oyola est un enfant des Villas, les zones de non-droit en plein Buenos Aires. Ses romans violents et sociaux suintent cette misère. Ici, en Argentine, il y a eu une crise énergétique. C'était en 1988. J'avais 16 ans. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à jouer, à parier. On pariait de l'argent même quand on jouait au ballon. Et mes amis du quartier ne me laissaient pas jouer, parce que j'étais pas bon. Et ça me faisait vraiment souffrir. Les amis que j'avais à cette époque, quand j'étais adolescent, je les ai tous tués dans mes premiers romans, avec des tortures, tout un tas de trucs, parce qu'ils ne m'avaient pas laissé jouer au ballon. J'ai même gardé leur nom et leur prénom. Je les ai transpercés par tous les orifices du corps, y compris les yeux. Il y avait deux façons de voir les choses, l'agréable ou la monstrueuse. Mais peu importe, ce qui était sûr, c'est qu'ils allaient nous baiser en beauté. Le pasteur a attrapé la faucheuse, flingue maison du tatoueur, et de la seule décharge dont il disposait. Il l'a farci de clous, de rondelles métalliques et de vis, le bit du travelot. Mes parents habitent à 2 pâtés de maison, par là. Pour rentrer, là, c'est un peu compliqué. À cause des règles du quartier. C'est surtout que, quand la nuit tombe, il y a une autre réalité qui commence. Et aussi d'autres règles. Dans un roman policier, un roman noir, il y a peu d'espace pour la lumière. L'esthétique du pulp me plaît beaucoup. Et ce qu'on pouvait se procurer le plus, c'était du Chandler, du Hammett, tout ce qui était dans le style policier nord-américain. La violence réprimée qui est souvent présente en nous, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans ce que j'écris. La violence exercée par mes personnages, c'est leur façon de mettre un point final à une autre violence générée contre eux. C'est ce principe de combattre le feu par le feu. Malgré un parcours accidenté, Leonardo Oyola est un incroyable optimiste. Dans une école pour jeunes adultes déclassés que les gangs courtisent, il vient partager son expérience. Oyola sait que le polar est un genre populaire qui touche tout le monde. Une porte d'entrée vers la culture et de sortie vers une autre vie. Por ahí el primer acercamiento que yo tuve con la literatura, y en serio lo digo con mucho respeto, son las frases en los camiones. Y esas cosas que te caía la ficha cuando eras pibe y quedabas como 4 días tildado. El que media mi suerte no reconoce mi esfuerzo. Eso siempre digo. Tal cual. Bueno, tengo ahí. ¿Ves? Bueno, yo a ellos les decía que mi favorito, con el tiempo, porque en el momento no lo entendí, cuando lo entendí se me frunció el orto, pero decía, la muerte siempre sabe que va a ganar, por eso te da una vida de ventaja. Y bueno, ahí eso es literatura. Ahí ya hay algo, ahí ya hay un motor. De ahí en adelante podés jugar con la personificación de la muerte, la aparición de la muerte en obras clásicas, hasta en policiales como los de John Connolly.
Je me considère fondamentalement comme un écrivain de genre, comme un écrivain de polar. Et chez moi, dans le cadre de ce genre, l'aspect social est très présent. Il faut avouer quand même des fois que quand tu es face à vraiment un fascisme ordinaire comme ceux des militaires argentins, tu es obligé de choisir ton camp, en fait, quoi. Donc il y a quand même une morale, c'est que quand même dans mes bouquins, autant les héros souffrent, mais alors les méchants, ils souffrent beaucoup. J'aime bien quand même que ceux qui se comportent mal dans la vie, ils aient du mal à se regarder dans la glace. Parfois ici, on finit plus par craindre le policier, parce que c'est le policier qui a vraiment l'impunité. Le policier peut faire quelque chose de mal et il peut s'en tirer à bon compte. Et encore plus dans les endroits où on est, les endroits défavorisés, moins contrôlables. Le policier d'ici a collaboré pendant la dictature. Que ce soit de façon active ou de façon passive, en détournant le regard, en laissant des crimes se commettre. Je n'ai jamais vu quelque chose de bon venir de quelqu'un en uniforme. Take a deep breath, Hardigan. Settle down, think straight. You're pushing 60, and you got a bum ticker. You ain't saving anyone. You got a great attitude, Bob. Real credit to the force you are. Eileen's at home waiting for you. Think about Eileen. Hey, Bob. Maybe you are right. I'm glad to hear you're finally talking sense. Le polar est une machine à fabriquer des cadavres et son moteur marche à deux temps. La colère et la violence. Aux États-Unis, 270 millions d'armes à feu tuent ou blessent près de 100 000 personnes chaque année. Après l'enquêteur et le criminel, le troisième protagoniste du polar est la victime. Personnage central, c'est une figure qui fascine et terrifie car nous sommes tous des cibles potentielles. Nous sommes tous des victimes d'une façon ou d'une autre. Il y a cette expression, être victime des circonstances. Et ça s'applique indubitablement aussi à ceux qui deviennent criminels. Peter Lorre, dans M le maudit, c'est exactement ça. Il attise la violence populaire contre lui et en même temps, on sent qu'il implore de l'empathie. Je dirais que ça, c'est une tradition allemande. Alors, je crois que la définition d'une victime, c'est qu'elle ne se définit pas comme une victime au départ. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes victimes. La plupart des victimes de violences sont des femmes. Et la plupart des responsables de ces violences sont des hommes de leur entourage. Les livres que j'ai publiés jusqu'à ce jour montrent des personnages féminins forts. Parce que je ne veux pas être une victime. Je veux me sentir forte. Je n'aime pas me sentir vulnérable, surtout physiquement. Il y a des bouquins où on trouve 10 cadavres avec accrochés des membres partout et tout. On sent absolument aucune empathie en fait pour les victimes, quoi. Et bon, moi je choisis souvent des jeunes femmes comme victimes. J'adore Dexter. J'adore. Ce personnage a quelque chose de fascinant. Where the hell you been? Crime scene? What about these? The hotel cokehead murders. This dealer and the girl. Oh. Well, this Hallmark-looking couple didn't die by the hands of a professional. No, this is child's play. D'un côté, il a un don pour analyser les scènes de crime, et de l'autre, il a un terrible secret. Cela dit, je n'aimerais pas être à sa place et vivre comme ça. C'est trop intense. Beaucoup trop.
Dans une autre vie, Angela Strassheim était photographe légiste. Sur les traces de Kes Carpeta, le médecin légiste imaginé par Patricia Cornwell, ou du Nécropolis d'Herbert Lieberman. Immortalisant la mort et l'horreur, la photographe a voulu en savoir plus. Elle arpente aujourd'hui le territoire du polar en artiste. J'ai puisé dans mes souvenirs et mon expérience pour reconstituer des scènes de crime. J'ai trouvé un groupe de 5 rappeurs qui correspondaient au même profil. Je leur ai attaché les poignets et les chevilles et je leur ai bandé les yeux. J'ai éprouvé un étrange sentiment de puissance. Je les ai recouverts de faux sang. Ils ont dû rester comme ça, sans bouger, pendant que je travaillais. Ça a duré 1 heure. C'était bizarre. Je n'ai pas aimé ce sentiment. Angela Strassheim se nourrit des désordres du monde. Évidence est une série de photographies qui, scrutant au révélateur les traces de sang, fait ressurgir les fantômes des victimes. Ça, c'est preuve numéro 1. C'est ma toute première photo. Pour moi, une scène de crime a toujours 2 niveaux d'interprétation. C'est le lieu d'un crime, soit, mais c'est aussi un espace où le spectateur peut entrer et laisser son esprit vagabonder. Est-ce que je serais capable de faire ça? Ou quelqu'un pourrait-il m'infliger ça? Seriez-vous plutôt la victime ou le coupable? Voici la chambre de Mélanie, sa fille de 18 ans. Son ex-mari a fait irruption dans la maison et a abattu ses 4 enfants. Sa fille aînée était dans la salle de bain, au bout du couloir. Elle se préparait et se maquillait, comme tous les matins. Elle a entendu un coup de feu à l'autre bout de la maison. Un de ses frères était blessé. Elle s'est jetée sur le tireur. Elle a grimpé sur son dos, lui a attrapé les épaules pour essayer de le désarmer. Mais il lui a tiré dessus. Sa mère a laissé la chambre telle qu'elle. Elle n'a pas déménagé. C'est pour ça que je suis allée la voir. Je lui ai demandé comment elle faisait pour continuer à vivre là, et elle m'a répondu « J'y ai vécu toute ma vie. Ici, c'est chez moi. Ce n'est pas seulement une scène de crime, c'est toutes nos vies. Ça fait 18 ans que je vis dans cette maison. » Aujourd'hui, elle y vit avec son nouveau mari et leurs 2 jumelles. Leur chambre se trouve juste à côté de celle-ci. Nous avons une femme de type européen, brune, jeune, nombreuses scarifications sur les bras et sur le visage. Elle est solidement attachée avec du câble électrique à une petite fille qui doit avoir 5 ou 6 ans, également de type européen. Les corps sont face à face. La fillette porte un... C'est pas la peine de lacérer un corps ou de l'abîmer trop. Le corps d'une mère et de sa petite fille intact, je crois qu'il n'y a rien de pire en fait. Voilà. Et ça aussi, une fois encore, je me suis beaucoup inspirée de ce que disent les policiers, à savoir qu'en fait, je les ai tous interrogés là-dessus, mais même les magistrats. Et en fait, la mort d'un enfant, ils ne sont pas capables de supporter, même avec les années en fait. Il y a un truc sur lequel ils ne se blindent pas, c'est là-dessus. J'ai commencé ce projet à cause de ma peur de l'autre. Je n'étais pas mariée quand je me suis lancée là-dedans. C'est quelque chose qui m'a toujours terrifiée. Comment choisir la bonne personne? J'ai déjà eu des relations où, à chaque fois que le type frappait à ma porte, je l'imaginais avec un couteau à la main et j'avais peur. Et quand j'ouvrais la porte, tout allait bien et je me disais « Où est-ce que tu vas chercher tout ça ?» Je m'étais dit que ce projet m'aiderait à surmonter ma peur et à mieux la comprendre. Mais en fait, non. On l'appelle le polar, le noir, le thriller. C'est un univers sombre et désespéré, en ruine. Un territoire où la corruption
la cruauté et la folie des hommes ne sont combattues que par une poignée de justiciers brisés et violents. Sur sa carte, les frontières sont parfois bien floues. Le polar brouille les pistes. Et flics, tueurs et proies se retrouvent parfois dans un même cadre. La force du polar, c'est une capacité unique à nous envoyer en pleine figure nos idées les plus monstrueuses. En tenant cette promesse, il touche juste. C'est peut-être la raison de son succès. Et ce soir, le soleil se couchera de nouveau sur le monde, abandonnant son lot quotidien de victimes, d'enquêteurs et de criminels. Les personnages ne sont rien de plus que des outils, de simples outils dans une caisse à outils. Les personnages concrets, les acteurs, les réalisateurs, le film, l'histoire, nous ne sommes que des outils. Et tous ensemble, on construit une maison. Ce qui compte, ce n'est pas de créer le personnage parfait, l'atmosphère parfaite, le meurtre parfait. C'est de savoir si, en fin de compte, on a raconté l'histoire qu'on était censé raconter.